Xavier Leclerc, quel est le point de départ de ce livre? À partir de quand on se dit, tiens, je vais raconter ce qu'a vécu mon père? Alors c'est la découverte, en tout cas la lecture des articles d'Albert Camus, publiés en 1939. Quand il est journaliste? Dans l'Alger républicain, absolument. Il a 25 ans et il décide de se rendre en bus en Kabylie. Et il va passer 10 jours avec les Kabyles et il se trouve qu'en 1939, il découvre une misère absolument insondable. Et il va décrire chiffres à l'appui l'aspect sordide du quotidien des Kabyles, vraiment asphyxiés par la pauvreté. Voici ce qu'il écrit. « Je ne peux pas oublier la réception que me firent 13 enfants kabyles qui nous demandaient à manger, leurs mains décharnées tendues à travers les haillons. » On est dans les années quoi? Dans les années... On est en 39. En 39. On est en 39, la famine, les problèmes sanitaires se posent, le surpeuplement des hameaux. Mais donc Camus décrit très précisément ces conditions de misère, le code forestier notamment, qui est un code colonial qui interdit notamment la cueillette ancestrale du bois, qui permet de se chauffer, de se nourrir, mais aussi les glands pour faire de la farine. Donc on a une population qui est réduite à se nourrir de racines. Et qui donc meurt de faim, mange littéralement une journée sur 4. On a des cadavres qui s'empilent au quotidien, c'est absolument atroce. Et il s'interdit l'exaltation que l'on reconnaîtra plus tard dans ses textes, de la beauté du paysage notamment. Il ne peut pas s'empêcher entre les lignes de parler de la beauté, de la dignité des Kabyles qu'il rencontre. Donc c'est déjà une fraternité avec le peuple algérien qui est très 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 fort dans ses textes. Mais cela, il vous l'a raconté, votre père? Oui, où il y avait un tabou. Il y avait énormément de tabous, énormément de réserves, mais surtout beaucoup de pudeur, en fait, au-delà des tabous. Et je pense que c'est l'archétype, c'est aussi un homme de son temps, l'archétype de tous ces hommes sans titre, qui n'ont de titre que des titres de résidence ou de transport. Et je suis très touché par le conte de Boudherbala, parce qu'on est aussi dans ça, dans cet oxymore, comme si un nom maghrébin rendait un titre de noblesse, quel qu'il soit, transformait ça en oxymore. Alors, vous retracez son parcours de son arrivée d'Algérie en 1962. Il est embauché comme ouvrier à la Société métallurgique. On est en Normandie, près de Caen, c'est bien cela? Absolument. Il fait partie de ces hommes déracinés, mais ce qui frappe dans votre livre, c'est qu'ils ne se plaignent pas, ils rasent les murs. Absolument, c'est une génération qui pour moi sont des princes dans la mesure où vraiment ils incarnent la dignité. Ils ne se sont jamais plaints. Mon père a connu la torture par exemple pendant la guerre d'Algérie. Je l'ai appris beaucoup plus tard dans ma vie et il ne s'est jamais plaint une seule fois de la France. Je crois d'ailleurs que c'est le conte de Boudherbala qui parlait des mauvais Français au sujet ce ne sont pas des vrais Français. Quiconque commet un acte violent ou délictueux est associé dans la mémoire des Kabyles, en tout cas, comme des hommes qui ne sont forcément pas français, puisqu'ils contredisent l'idéal d'une certaine francitude. Et vous écrivez, le 18 décembre 1979, environ 6 mois après ma naissance, le ministre français des Affaires étrangères négociait avec Alger le retour de 35 000 immigrés par an. Le président Valéry Giscard d'Estaing avait inventé une prime au retour de 10 000 francs pour encourager les immigrés à quitter la France une fois pour toutes. Et si mon père, le pauvre ouvrier, Mohamed Saïd, au lieu de regroupement familial, avait accepté cette modique somme de 19 000 francs, j'aurais probablement grandi dans les montagnes de Kabylie où les paraboles diffusent le chant des sirènes en provenance de la France. Absolument. En fait, vous parlez de vous à travers ce livre aussi, éminemment. Absolument. Je suis le narrateur du livre et je pense qu'on ne peut pas raconter son père sans se mouiller. J'ai essayé de respecter la promesse qui était de le mettre en avant et de raconter sa vie. Donc j'ai essayé de me limiter le plus possible dans le texte, mais fatalement on est obligé de parler de soi. Et comme dans beaucoup d'endroits dans le monde à l'époque, et en Algérie notamment, ce n'était pas des mariages d'amour. En l'occurrence, votre père s'est marié avec sa cousine qui était beaucoup plus jeune. Elle avait 16 ans. Oui, on est dans un contexte de mariage arrangé. Enfin, on n'est pas du tout dans la romance à l'américaine d'un couple. Vous parlez d'elle d'ailleurs. Quant à Yemma, vous dites le seul homme que j'avais imaginé lui plaire restait Fernandel. Oui. Et qu'avait le Marseillais en commun avec mon père? Pas grand-chose. Oui, parce que on avait un poste de télévision qu'on avait acheté à crédit et donc 9 enfants, on se retrouve devant cet écran et c'est vrai que de voir cet acteur Fernandel avec un sourire extraordinaire nous raconter notamment dans le film Ali Baba où face caméra il ne s'adressait qu'à nous bien évidemment.
Il avait fait ce film pour nous, puisqu'il était chez nous, littéralement. Il s'adressait à nous, il nous faisait rêver. Et je voyais dans le regard de ma mère, moi enfant, quelque chose d'attendri. Et c'était très touchant, parce que ce livre, c'est aussi la trajectoire de mes parents et ce qu'ils seraient devenus s'ils avaient eu accès à l'école, notamment. Oui. Elle s'appelle Wardiya, votre maman. Alors, témoignage captivant, un cri de révolte contre l'injustice et qui nous amène aussi à réfléchir de manière plutôt apaisée sur les notions d'identité et d'intégration. Alors, Xavier Leclerc, vous êtes en ce moment au cœur de l'actualité en France parce que on découvre l'histoire à la fois de votre père à travers ce livre, de votre famille, mais aussi le fait que vous ayez changé d'état civil entre votre premier et deuxième roman. Vous vous appelez Hamid. Absolument. Aït Taleb, et vous êtes devenu Xavier Leclerc. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? C'est quand même un choix qui est lourd. Absolument. C'était il y a plus de 10 ans, et je tiens à préciser que c'est mon témoignage, c'est ma vie, mais ce n'est pas une recette de vie. Je ne prêche en aucun cas. D'ailleurs, je déplore que certains aient à le faire. Malheureusement, dans mon cas, j'avais 2 masters à la Sorbonne et aucune invitation à des entretiens. Je l'ai déjà raconté ailleurs. Et j'ai été dans l'obligation de changer de nom pour pouvoir ne serait-ce qu'être rappelé pour des entretiens. Et effectivement, ça s'est confirmé. Au début, vous l'avez fait pour tester? Non, je l'ai fait parce qu'on n'arrêtait pas de me dire autour de moi que c'était le problème, en fait. Ouais, tu n'as aucune chance. Et c'est très triste parce que ce sont des noms plus magnifiques les uns que les autres. Hamid, ça veut dire le digne de louange. C'est un des 99 attributs de Dieu dans la religion musulmane. Et donc, Aït Taleb, c'est le sachant, c'est le scribe, le clerc. Donc ce sont des noms qui résonnent dans la culture kabyle. Donc le fils du sachant. Oui. Et c'est bouleversant d'avoir à renoncer à ça. Par contre, j'ai opté pour la traduction d'Aït Taleb. Donc ce n'est pas un reniement, loin de là. Je suis Leclerc, d'accord. J'avais pas vu la... C'est vraiment le scribe, le clerc au sens. Ben Enko, juste une petite réaction. C'est vrai que c'est assez. Non, mais moi j'avais vécu la même chose en Algérie, mais c'était l'inverse. Moi, je dis, toi, c'est pas Ben, toi, c'est pas possible. T'es Aziz, Momo. C'est vrai que cela dit, c'est vrai que vous passez normal, comme on dit en Algérie. Alors, moi, la fois, je disais, c'est quoi vous voulez, y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que c'est. Oui, non, c'est très très triste comme histoire. C'est triste, mais en même temps, il faut dédramatiser. Tout va bien aujourd'hui et j'ai envie de donner un formidable message d'espoir à toute la jeunesse qui m'écoute parce que aujourd'hui les temps ont changé. Ça remonte à il y a plus de 10 ans. Il n'y avait pas de diversité, notamment la télévision à l'époque. Oui, les temps ont changé. Les temps ont changé, Dieu merci. Et j'espère que la nouvelle génération n'aura pas à changer de nom et qu'elle sera acceptée pour ce qu'elle est avec toute sa richesse.